Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux esprits derrière l'une des plus grandes atrocités de l'histoire? Comment est-il possible que des hommes ordinaires deviennent les gardiens d'Auschwitz, exerçant une brutalité inimaginable au nom d'une idéologie déformée? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de ces individus, depuis leur formation jusqu'à la manière dont leurs expériences ont façonné leurs actions et leur conscience. Qu'est-ce qui a poussé ces personnes à se déconnecter de leur humanité et à devenir des agents de l'oppression? À travers des faits historiques et des témoignages frappants, nous allons nous plonger dans les complexités de cette transformation. Vous pouvez vous demander, comment quelqu'un peut-il dormir la nuit en sachant qu'il contribue à un système aussi inhumain? Nous allons enquêter non seulement sur la routine quotidienne des gardiens, mais aussi sur la culture de déshumanisation qui les entourait, où la violence devenait une norme et l'empathie était complètement effacée. Qu'est-ce qui se cachait derrière leur silence face à la douleur et à la souffrance des autres? La réponse pourrait vous surprendre et offrir une compréhension plus profonde de la capacité humaine au bien et au mal. À mesure que nous suivons cette narration, je vous invite à réfléchir à ce que ces événements signifient pour la société actuelle. L'héritage d'Auschwitz résonne encore de nos jours, et les leçons sur la déshumanisation et la lutte pour la dignité humaine sont plus pertinentes que jamais. Comment pouvons-nous garantir que de telles atrocités ne se répètent jamais? Préparez-vous pour un voyage révélateur qui nous emmènera non seulement aux horreurs du passé, mais nous invitera aussi à considérer le rôle de chacun de nous dans la construction d'un avenir plus humain. Restez avec nous. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, commentez de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo en ce moment. Laissez votre réponse dans les commentaires. Les gardiens d'Auschwitz étaient principalement recrutés dans la SS, une organisation paramilitaire du parti nazi dont l'objectif était de protéger Adolf Hitler et de mettre en œuvre les politiques du régime, y compris la persécution et l'extermination des Juifs et d'autres minorités. Le recrutement ne se limitait pas uniquement aux hommes, les femmes étaient également incluses dans certaines fonctions administratives et de supervision à l'intérieur du camp. Pour être accepté, le candidat devait démontrer une loyauté inébranlable envers le régime nazi, ainsi que satisfaire à des critères rigoureux de pureté raciale. Cela signifiait que beaucoup des gardiens provenaient de classes sociales basses ou moyennes, en quête de statut et de sécurité dans un environnement où l'idéologie raciale était exaltée et les opportunités d'ascension étaient rares. Après leur acceptation, les nouvelles recrues suivaient une formation intensive qui mettait l'accent sur l'idéologie nazie. Pendant cette formation, elles étaient soumises à un lavage de cerveau idéologique qui leur enseignait à voir les prisonniers comme des sous-humains et comme des cibles d'une mission sacrée. La formation comprenait des cours sur le fonctionnement du camp, des techniques de contrôle et de répression, et l'importance de maintenir la discipline parmi les prisonniers. Les recrues apprenaient également à utiliser des armes, telles que des fusils et des pistolets, et à appliquer des tactiques de combat. Cette formation avait pour objectif de les préparer non seulement physiquement, mais aussi mentalement, aux dures réalités du travail qu'ils allaient affronter. C'était une préparation qui visait non seulement l'efficacité au travail, mais aussi la déshumanisation de l'autre, les préparant à la brutalité qui ferait partie de leur vie quotidienne. En plus de la formation pratique, il y avait un fort composant psychologique qui mettait l'accent sur l'obéissance aveugle et la subordination aux ordres supérieurs. Les instructeurs étaient souvent des vétérans de la SS qui avaient de l'expérience dans les opérations de combat et dans les camps de concentration. Ces instructeurs ne se contentaient pas de transmettre des techniques et des procédures, mais alimentaient également l'idéologie selon laquelle leur fonction était essentielle à la sécurité de l'Allemagne et à la protection de la race aryenne. La formation des gardiens était un processus méticuleux qui cherchait à façonner leurs esprits de manière à les préparer à commettre des actes de cruauté sans éprouver de remords. Le résultat était une main-d'œuvre qui voyait l'extermination comme faisant partie de son devoir et de son service envers le régime, renforçant ainsi la culture de déshumanisation et de violence. La routine quotidienne d'un garde à Auschwitz était rigoureusement structurée et contrôlée, reflétant la discipline militaire de la SS. La journée commençait avant l'aube, généralement à 6 heures du matin, avec les gardes se réunissant pour des inspections de routine et des instructions sur ce qui était attendu d'eux pendant la journée. La hiérarchie était stricte, les officiers de rang supérieur supervisaient les gardes, et toute déviation des ordres était sévèrement punie. Pendant la journée, les gardes étaient divisés en plusieurs équipes, chacune responsable de différents secteurs du camp, comme la surveillance des baraquements, la supervision des travaux forcés et le contrôle des arrivées de nouveaux prisonniers. Cette division des tâches était conçue pour maximiser l'efficacité et minimiser la surcharge de travail, permettant aux gardes de maintenir un contrôle rigide sur les prisonniers. Les gardes étaient responsables de réaliser des inspections fréquentes dans les baraquements où les prisonniers étaient maintenus, garantissant que les règles et régulations du camp étaient respectées.
Toute infraction, même minime, entraînait des punitions sévères, allant des coups de fouet à l'exécution. La surveillance constante non seulement maintenait l'ordre, mais nourrissait également un climat de peur parmi les prisonniers. Pour les gardes, cette dynamique de pouvoir devenait une partie intégrante de leur vie. Ils étaient enseignés à voir les prisonniers comme des menaces à la sécurité du camp et, de ce fait, c'était leur responsabilité de garantir que l'ordre soit maintenu à tout prix. La routine exigeait que les gardes restent toujours alertes et prêts à agir, ce qui entraînait fréquemment une approche implacable et brutale dans leurs interactions avec les prisonniers. Pendant les heures de travail, les gardes participaient fréquemment à des activités impliquant la supervision de prisonniers en travaux forcés, comme la construction de routes, l'enlèvement des décombres ou l'entretien des installations du camp. Cette interaction n'était pas simplement une question de supervision, souvent, les gardes participaient activement à la torture physique et psychologique des prisonniers. Au fil du temps, cette exposition constante à la brutalité et à la déshumanisation devenait normalisée pour de nombreux gardes. La routine quotidienne était un mélange de travail exténuant et de surveillance intense, et les gardes apprenaient à se distancer émotionnellement des horreurs qu'ils observaient. Cette dissociation émotionnelle était une défense psychologique qui leur permettait de continuer à remplir leurs fonctions sans remettre en question la moralité de leurs actions. Les gardes terminaient fréquemment leur journée autour de feux de camp ou lors de rencontres avec leurs collègues, où ils échangeaient des histoires et des expériences de la journée. Ce cadre de camaraderie servait de mécanisme de soulagement, permettant aux gardes de se décharger de leurs expériences et de renforcer leur identité collective en tant que membres de la SS. Beaucoup d'entre eux considéraient leurs actions comme faisant partie d'une mission plus large, et la culture au sein du camp favorisait un sentiment de fierté et d'appartenance. Les conversations tournaient fréquemment autour des réalisations quotidiennes en termes de contrôle sur les prisonniers ou de récits de punitions appliquées. La routine quotidienne n'était donc pas seulement une série de tâches, mais aussi un moyen de renforcer l'idéologie nazie et l'identité du garde. La vie des gardes à Auschwitz était caractérisée par une séparation claire entre eux et les prisonniers. Ils résidaient dans des logements significativement plus confortables que les baraquements destinés aux prisonniers. Les logements des gardes comprenaient souvent des chambres individuelles ou partagées bien équipées, avec des lits, du chauffage et un accès à une nourriture adéquate. Cette division physique reflétait la hiérarchie du camp, où les gardes étaient privilégiés par rapport aux prisonniers, qui étaient traités comme des êtres inférieurs. Tandis que les prisonniers luttaient pour survivre dans des conditions déplorables, les gardes jouissaient d'une vie relativement stable et sécurisée, ce qui accentuait encore la déshumanisation de ceux qui étaient sous leur garde. En plus des conditions de vie, la camaraderie entre les gardes jouait un rôle vital dans leurs expériences au camp. Ils se retrouvaient fréquemment après le travail pour socialiser, boire et discuter de leurs expériences. Cette interaction ne renforçait pas seulement leurs liens, mais créait également un environnement où la brutalité était partagée et normalisée. Les histoires de violence et de contrôle devenaient partie du quotidien, et les gardes qui se distinguaient dans leurs fonctions recevaient souvent des éloges et des reconnaissances de leurs supérieurs. Ce climat de camaraderie, alimenté par des expériences partagées d'oppression et de violence, renforçait la loyauté entre eux et l'idéologie nazie, créant un sentiment d'identité qui les unissait dans leur mission de contrôle et d'extermination. La vie communautaire était également marquée par une culture de supériorité et de déshumanisation envers les prisonniers. Les gardes étaient constamment rappelés à leur position privilégiée et à leur rôle dans la purification de la société. Cette mentalité de supériorité ne justifiait pas seulement leurs actions, mais permettait aussi à beaucoup d'entre eux d'éviter tout sentiment de culpabilité ou d'empathie pour les atrocités qu'ils témoignent chaque jour. La distanciation émotionnelle était renforcée par une culture qui non seulement acceptait, mais encourageait la brutalité. Le résultat était un groupe qui, bien qu'impliqué dans des actes de violence extrême, se voyait comme les défenseurs d'un régime qui promouvait une vision déformée de l'ordre et de la moralité. À l'intérieur du camp, les interactions avec les prisonniers étaient strictement contrôlées, et les gardes étaient encouragés à maintenir une distance physique et émotionnelle. On leur enseignait à éviter toute forme de compassion ou d'empathie envers les prisonniers, ce qui rendait la déshumanisation encore plus prononcée. Même dans les interactions quotidiennes, comme lors de la distribution de nourriture ou de la supervision des travaux, les gardes étaient amenés à agir avec brutalité et mépris. Ce climat d'oppression constante reflétait non seulement l'idéologie nazie, mais servait aussi à renforcer l'identité du garde en tant que membre de la SS, engagé dans la mission du régime. Les interactions entre les gardes et les prisonniers étaient principalement basées sur le pouvoir et l'oppression. Les gardes utilisaient des tactiques d'intimidation et de violence pour maintenir l'ordre dans le camp. Le mépris pour la vie humaine était palpable,
et la brutalité se manifestait dans des actions quotidiennes, depuis la manière dont les prisonniers étaient traités lorsqu'ils étaient affectés à des travaux forcés, jusqu'à la sélection de nouveaux prisonniers arrivant dans des transports bondés. Les interactions étaient fréquemment marquées par des abus physiques et psychologiques, où les gardes exerçaient un contrôle total, se délectant de la souffrance d'autrui. Cette dynamique alimentait non seulement le cycle de violence, mais renforçait également la hiérarchie sociale existant dans le camp. Les prisonniers étaient traités comme des objets, privés de leur identité et de leur dignité. L'utilisation d'insultes et de déshumanisation devenait courante, et les gardes prenaient souvent plaisir à humilier leurs cibles. Ces comportements étaient fréquemment encouragés par leurs supérieurs, qui promouvaient une culture de déshumanisation. La surveillance constante et la peur étaient des tactiques utilisées pour garantir que les prisonniers demeurent soumis et obéissants. Les gardes n'exécutaient pas seulement des ordres, mais prenaient également l'initiative d'actes de violence, créant un environnement où la brutalité devenait la norme. La brutalité physique n'était pas la seule forme d'oppression, les gardes appliquaient aussi des punitions psychologiques. La manipulation émotionnelle et la terreur psychologique étaient fréquemment utilisées pour maintenir les prisonniers dans un état de soumission. Certains gardes étaient connus pour leurs tactiques sadiques, créant un climat de peur qui imprégnait le camp. Les humiliations faisaient partie intégrante des interactions, où les prisonniers étaient constamment rappelés à leur position inférieure. Cette combinaison d'abus physiques et psychologiques ne solidifiait pas seulement le pouvoir des gardes, mais perpétuait aussi le cycle de violence et de déshumanisation. Beaucoup de gardes sont devenus insensibles à la souffrance des prisonniers, les voyant seulement comme une partie d'un système à contrôler. Cette insensibilité était renforcée par l'idéologie nazie, qui enseignait que les prisonniers étaient une menace pour la société et la pureté de la race aryenne. La déshumanisation devenait une défense psychologique pour les gardes, leur permettant d'agir sans remords. Cette distanciation émotionnelle était un élément crucial de la vie dans le camp, où la brutalité devenait une seconde nature et les gardes étaient récompensés pour leur efficacité à maintenir l'ordre et contrôler les prisonniers. Les conséquences de la vie en tant que garde à Auschwitz étaient complexes et multiformes. De nombreux gardes sont devenus complices de l'un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité, et cette expérience a eu un impact durable sur leur vie. Après la guerre, beaucoup ont été capturés et jugés pour leurs crimes, affrontant des tribunaux militaires qui cherchaient à rendre justice pour les atrocités commises. La plupart d'entre eux ont prétendu qu'ils ne suivaient que des ordres, une défense qui a soulevé des débats moraux sur la responsabilité individuelle en temps de guerre et d'oppression. Pour beaucoup, les souvenirs des actes commis à Auschwitz sont devenus un fardeau psychologique qui les a accompagnés tout au long de leur vie. Ceux qui n'ont pas été punis ou qui ont réussi à échapper à la justice ont souvent porté en eux un poids de culpabilité et de honte, même s'ils tentaient de dissocier leurs actions de leur identité. L'impact psychologique de travailler à Auschwitz et de participer à un système d'oppression aussi brutal a entraîné des traumatismes qui étaient souvent non seulement physiques, mais aussi émotionnels. De nombreux gardes ont souffert de troubles de stress post-traumatique, luttant pour faire face aux conséquences de leurs actions et de l'environnement de violence constante. La culture de déshumanisation qui leur permettait de s'engager dans des actes aussi brutaux rendait également le processus de confrontation plus difficile. Le stigmate associé à leur participation à des crimes de guerre a souvent conduit à l'aliénation sociale, et de nombreux gardes se sont retrouvés isolés et incapables de se réintégrer dans la société après la fin de la guerre. Cette lutte interne était une conséquence directe de leurs expériences dans le camp, reflétant l'impact profond que la violence et la déshumanisation peuvent avoir sur la psyché humaine. Outre les questions psychologiques, il y avait aussi des implications sociales et politiques. L'héritage d'Auschwitz et des actions des gardes a continué d'influencer les relations sociales et politiques en Allemagne et au-delà. L'émergence de mouvements de négation et de minimisation de l'Holocauste était une réponse directe à la culpabilité collective que beaucoup ressentaient par rapport aux crimes commis. La mémoire de l'Holocauste est devenue un sujet controversé dans les débats publics, et la responsabilité des gardes dans son exécution continue d'être un sujet de discussion. Cette réflexion continue sur le passé sert d'avertissement contre les dangers de la déshumanisation et de l'extrémisme idéologique, soulignant l'importance d'éduquer les générations futures sur la nécessité de préserver la mémoire historique et de garantir que des atrocités similaires ne se reproduisent pas. Les débats sur la moralité des actions des gardes soulèvent également des questions sur la nature humaine et la capacité de compassion. La transformation de personnes ordinaires en agents d'oppression révèle la fragilité de l'éthique dans des situations extrêmes et la facilité avec laquelle la déshumanisation peut être normalisée. Les leçons tirées des horreurs d'Auschwitz sont cruciales pour comprendre les mécanismes qui permettent à la violence et à l'oppression de prospérer dans les sociétés.
La réflexion sur les actions des gardes et les conséquences de ces actions est essentielle pour la construction d'un avenir où la dignité humaine et les droits individuels sont respectés. La vie d'un garde à Auschwitz est un rappel sombre de la capacité humaine à la brutalité et de la nécessité d'une vigilance continue contre l'oppression. L'héritage d'Auschwitz doit servir d'appel à l'action pour nous tous, nous rappelant l'importance de lutter contre la déshumanisation et l'extrémisme. La réflexion sur cette histoire ne doit pas être seulement une quête de justice, mais aussi une quête de compréhension et d'empathie. En examinant le rôle des gardes, il est essentiel de reconnaître la complexité des expériences humaines et la nécessité de construire un avenir qui valorise la dignité, la compassion et l'humanité sous toutes ses formes. L'idéologie nazie a été fondamentale dans la formation des mentalités des gardes d'Auschwitz. Dès les premiers jours du régime, la propagande nazie a promu l'idée que les Juifs et d'autres groupes minoritaires étaient sous-humains et constituaient une menace pour la pureté raciale de l'Allemagne. Cette déshumanisation systématique a facilité l'implication des gardes dans les atrocités commises dans le camp. La conviction qu'ils nettoyaient la société des éléments indésirables leur a donné un sens du but et une justification pour leurs actions. Les gardes étaient fréquemment nourris d'une narration de supériorité raciale, qui leur enseignait à voir les prisonniers non pas comme des êtres humains, mais comme de simples entités à éliminer. Cette vision déformée de la réalité, alimentée par l'idéologie nazie, permettait aux gardes de commettre des actes de violence sans se sentir coupables. La culture militarisée et l'accent mis sur l'obéissance inquestionnable aux ordres supérieurs renforçaient cette dynamique, créant un environnement où la brutalité n'était pas seulement acceptable, mais attendue. La vie personnelle des gardes d'Auschwitz a également été profondément affectée par leurs expériences sur le terrain. Beaucoup d'entre eux étaient de jeunes hommes, avec des familles et des vies avant d'être affectés au camp. Cependant, la transformation qu'ils ont vécue durant leur séjour à Auschwitz a souvent conduit à l'aliénation de leurs liens personnels. Les histoires des gardes qui sont rentrés chez eux après la guerre révèlent fréquemment des difficultés à se réintégrer dans la vie quotidienne, en raison du poids de leurs expériences et de la culpabilité qu'ils portaient. Certains gardes sont devenus complètement désillusionnés par la vie après la guerre, tandis que d'autres ont essayé d'avancer, ignorant ou minimisant leurs actions. L'impact émotionnel que leurs expériences ont eu sur eux se manifestait souvent par des problèmes relationnels, des difficultés à trouver un emploi et des sentiments de honte et de culpabilité qui les isolaient socialement. Cette déconnexion de leurs identités antérieures révélait la profondeur des cicatrices laissées par leurs actions et par la culture de violence dans laquelle ils étaient immergés. La mémoire d'Auschwitz et le rôle des gardes soulèvent des questions complexes sur la justice et la responsabilité. De nombreux gardes ont été traduits en justice et tenus responsables de leurs actions, mais la défense selon laquelle ils n'exécutaient que des ordres a ouvert un débat moral sur la responsabilité individuelle en temps de guerre. Le principe de Nuremberg, qui affirmait que suivre des ordres n'était pas une défense valable pour des crimes contre l'humanité, est devenu un point central de discussion. Les procès de Nuremberg et d'autres tribunaux de guerre n'ont pas seulement cherché à rendre justice aux victimes, mais ont également établi des précédents juridiques qui façonneraient l'avenir de la responsabilité pour les crimes de guerre. L'importance de se souvenir et d'éduquer sur ces événements est essentielle pour garantir que des atrocités similaires ne soient ni oubliées ni répétées. La justice, dans le contexte de l'Holocauste, ne se limite pas à la punition des coupables, mais s'étend à la préservation de la mémoire des victimes et à la promotion de l'éducation sur les dangers de la déshumanisation et de l'idéologie extrémiste. L'héritage d'Auschwitz imprègne la culture contemporaine, influençant l'art, la littérature et le cinéma. Films, livres et expositions continuent d'explorer les horreurs de l'Holocauste et la vie dans les camps de concentration, offrant de nouvelles perspectives sur l'expérience humaine face à l'oppression. La représentation d'Auschwitz dans la culture populaire ne sert pas seulement à rappeler les victimes, mais aussi à provoquer des discussions sur la moralité, la responsabilité et la nature humaine. L'importance de l'éducation sur l'Holocauste est également devenue un thème central dans les écoles et les institutions du monde entier. L'étude de l'Holocauste est considérée comme cruciale pour la formation de la conscience sociale et historique, favorisant une réflexion critique sur la capacité humaine à la violence et la nécessité de la compassion. Cette éducation cherche non seulement à honorer les victimes, mais aussi à cultiver une société qui valorise la diversité, la dignité et les droits humains. L'éducation sur l'Holocauste et la vie à Auschwitz est vitale pour garantir que les générations futures comprennent les conséquences de la déshumanisation et de l'extrémisme. Les programmes éducatifs qui abordent ces thèmes aident à construire une conscience critique sur l'importance de la tolérance et du respect des différences. L'acte de se souvenir et d'éduquer sur les horreurs du passé est un pas fondamental pour prévenir la répétition de telles atrocités. La mémoire d'Auschwitz ne doit pas seulement être un souvenir du passé, mais un catalyseur pour l'action dans le présent.
Grâce à l'éducation et à la sensibilisation, nous pouvons cultiver une société qui s'oppose à l'oppression et à l'injustice, en promouvant des valeurs d'empathie, de solidarité et de respect. La réflexion sur la vie d'un garde à Auschwitz est une invitation pour nous tous à examiner nos propres croyances et comportements, en défiant la déshumanisation sous toutes ses formes. Comment quelqu'un peut-il justifier la brutalité au nom de l'obéissance? Laissez votre réponse dans les commentaires. La vie d'un garde à Auschwitz est un témoignage puissant des complexités de la nature humaine et des dangers de l'idéologie extrémiste. À travers l'analyse des facteurs qui ont façonné leurs actions, nous pouvons commencer à comprendre les mécanismes qui permettent la déshumanisation et la violence dans les contextes sociaux. L'héritage d'Auschwitz nous enseigne qu'il est de notre responsabilité collective de garantir que l'histoire ne se répète pas, en promouvant la dignité humaine et les droits individuels pour tous. Réfléchir sur ces événements est un acte de résistance contre l'oppression et un engagement envers un avenir plus juste et égalitaire. La mémoire d'Auschwitz doit nous guider dans notre lutte continue contre l'injustice, en nous rappelant que, même face à la brutalité, la compassion et l'humanité peuvent prévaloir. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci de regarder. À bientôt.